Bonjour, ceci est un podcast pour la chaîne Les Podcasts Philosophiques. Nous sommes dans un cycle concernant la République de Platon et il s'agit ici du 5e et dernier épisode. On avait vu dès le premier podcast que le sujet central de la République de Platon, c'est le rapport entre le bonheur et la justice. Donc la question, peut-on être à la fois injuste et heureux ? On avait vu que dès le livre 1, il y a des éléments de réponse absolument essentiels qui sont fournis par Socrate, mais il juge par la suite que son argumentaire n'était pas suffisamment convaincant, et il se donne alors les moyens de proposer une réponse plus riche. Au niveau où nous en sommes à présent, nous avons ces moyens, notamment la théorie des parties de l'âme, une partie rationnelle et deux parties irrationnelles que sont l'ardeur et les désirs. Et donc Socrate va revenir, armé de cette théorie, à la question de la justice et de ses rapports avec le bonheur. Déjà dans le livre 8, on a une forme de retour à cette question initiale par la description de certains individus particulièrement injustes. Le livre 8, c'est un livre politique sur les différentes formes de cités. Il y a des cités plus ou moins justes, et d'après Platon, ou du moins d'après Socrate et son interlocuteur, une sorte de déchéance des cités les plus justes vers des cités de plus en plus injustes. Ça, je n'insiste pas beaucoup là-dessus. À un moment, on en arrive à la description d'une oligarchie, c'est-à-dire un régime dans lequel peu de gens dominent, et ces gens ne sont pas les meilleurs, contrairement à l'aristocratie, qui est un régime dans lequel les meilleurs aristoi gouvernent. Ici, dans l'oligarchie, ce sont plutôt d'autres personnes, les plus riches notamment, et ces oligarques vont être des exemples de personnes injustes. Platon dit ici très simplement que chez ces personnes injustes, les désirs sensibles prennent le commandement et la raison devient simplement l'esclave de ces désirs sensibles. L'ardeur elle-même, la troisième partie de l'âme, devient aussi l'esclave des désirs, c'est-à-dire que un individu injuste de cette sorte va beaucoup réfléchir et employer beaucoup d'énergie et de courage pour satisfaire au maximum tous ses désirs. Autrement dit, les deux parties qui devraient commander vont en quelque sorte obéir aux désirs. La raison ne va faire que des calculs pour savoir quels sont les moyens les plus efficaces pour satisfaire les désirs sensibles, notamment quels sont les moyens les plus efficaces pour s'enrichir, puisque c'est par l'argent qu'on va pouvoir satisfaire ces désirs sensibles. Et on retrouvera un peu plus loin une description du tyran, qui est à peu près la même. Le tyran est aussi quelqu'un qui est dominé avant tout par ses désirs. On devrait dire par ses désirs sensibles non nécessaires, puisqu'il est tout à fait normal que la raison cherche à calculer comment satisfaire les désirs sensibles nécessaires, mais le problème c'est quand les désirs sensibles non nécessaires envahissent l'âme, et cela survient quand l'âme est vide de connaissances, vide d'occupations nobles ou de préoccupations nobles, quand elle ne s'est pas intéressée à des raisonnements ou à des discours vrais sur la façon la plus juste de mener sa vie, ses connaissances, ses occupations, ses raisonnements étant ce que Platon appelle ici des sentinelles ou des gardes pour que l'esprit ne soit pas attiré dans les méandres des désirs sensibles non nécessaires. Voilà pour le livre 8. Nous en venons au livre 9, qui est vraiment le livre conclusif de la République de Platon. On verra que le livre 10 apporte encore quelque chose, mais c'est surtout au livre 9 que la question traitée dans les livres 1 et 2 trouve véritablement sa réponse. Socrate part à nouveau de la tripartition des facultés et développe ici l'idée que la partie désirante en nous doit être qualifiée de sauvage et qu'elle est par nature sans égard pour les lois et pour la justice. Cette partie désirante, elle est constituée notamment de désirs sensuels et sexuels qui peuvent nous travailler, nous mener vers des actes injustes. Et Platon précise à un moment que cette partie se réveille pendant la nuit et qu'elle a l'audace de nous faire imaginer la satisfaction de ces désirs érotiques sans aucune pudeur. C'est assez intéressant de voir que Platon nous propose une théorie du rêve comme satisfaction des désirs érotiques.
Puis Platon nous propose une image afin de rendre davantage sensible la théorie anthropologique qu'il a construite, c'est-à-dire la théorie de la tripartition des facultés de l'âme. Il soutient que la partie désirante peut être représentée par une bête polycéphale multiforme, polycéphale c'est-à-dire avec plusieurs têtes, multiforme c'est-à-dire sans véritable forme bien harmonieuse et cohérente. Cette bête polycéphale et multiforme, on peut la situer métaphoriquement dans le ventre ou dans le bas-ventre. C'est là que se trouvent en quelque sorte les désirs sensibles. Ensuite, pour l'ardeur, pour la deuxième partie, le thumos, cette partie de l'âme peut être symbolisée par un lion, puisque elle est responsable du courage, de la fierté, de l'honneur, etc. Et on peut la considérer comme logée dans le cœur, comme on l'avait déjà vu. Enfin, la raison, le logos, la troisième partie de l'âme, peut être symbolisée par un petit homme, puisque c'est ce qu'il y a de proprement humain en nous, le logos. Le reste, nous le partageons avec les animaux. Et ce petit homme peut être logé dans la tête, puisqu'il y a un rapport entre la tête et la partie rationnelle de l'âme. Pour savoir si l'homme injuste peut être heureux, ce qui était la question de départ, il ne faut pas le juger sur les apparences. Il ne faut pas juste se demander s'il est riche, s'il parvient à satisfaire ses désirs sensibles, puisqu'il y a effectivement des tyrans injustes qui ont conquis le pouvoir par des séries d'assassinats, de vols, etc., et qui semblent heureux. Donc on pourrait croire qu'il est possible d'être injuste et heureux à la fois, mais alors on juge simplement sur les apparences. Au contraire, dit Platon, il faut posséder le pouvoir spirituel de saisir de l'intérieur les sentiments des humains. Ainsi, bien qu'en apparence le tyran puisse sembler heureux, en réalité, les parties de son âme sont en conflit, et les parties les plus respectables sont sous la domination de la partie inférieure. Le tyran ou l'homme injuste est donc rempli de troubles, par exemple, plus concrètement, de remords. En lui, la bête polycéphale et multiforme n'a pas été domptée par l'association entre le petit homme et le lion, si je puis reprendre ces métaphores. Elle est au contraire déchaînée et elle domine les autres parties de l'âme. Socrate tente ensuite de montrer d'une autre manière que l'homme juste est plus heureux que l'homme injuste. S'il existe trois parties de l'âme, dit-il, il existe alors principalement trois types de plaisirs. Les plaisirs du logos, les plaisirs intellectuels, le plaisir de la victoire, du thumos, et les plaisirs de l'épitomia, c'est-à-dire les plaisirs sensibles. Pour savoir quels sont les plaisirs qui sont les plus plaisants, parmi ces trois catégories que sont premièrement les plaisirs intellectuels, deuxièmement le plaisir de la victoire, troisièmement, les plaisirs sensuels, il faut avoir fait l'expérience de ces trois types de plaisirs. Or, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes, dit ici Socrate, qui fait l'expérience de ces trois catégories, ce sont les philosophes. Or, les philosophes se prononcent unanimement pour la supériorité des plaisirs intellectuels. Ils disent que les plaisirs intellectuels ont plus de valeur que les autres. Comme ce sont les seuls qui ont l'expérience des trois types de plaisirs, il faut considérer que leur jugement est exact. Je signale au passage que ce raisonnement, qui pourrait sembler un petit peu rapide, a été tout à fait repris par John Stuart Mill dans son livre L'utilitarisme au XIXe siècle. Or, et c'est là qu'on en revient à la question des rapports entre justice et bonheur, le plaisir de la justice est un des plaisirs intellectuels. C'est un des plaisirs du logos de faire ce qui est juste. Donc, l'homme juste est en même temps l'homme le plus heureux puisqu'il fait l'expérience de la meilleure catégorie de plaisir chaque fois qu'il réalise quelque chose de juste, ou même chaque fois qu'il parvient à concevoir ce qui serait le plus juste, il éprouve un plaisir d'un type supérieur au plaisir de ceux qui ne sont pas justes. Ensuite, Socrate nous propose encore un autre raisonnement, donc un troisième raisonnement à l'échelle de ce livre 9. Il distingue à nouveau plusieurs sortes de plaisirs.
d'une part, les plaisirs qui résultent de la cessation d'une douleur, et d'autre part, les plaisirs qui résultent du passage de l'état neutre à l'état agréable. Donc il faut s'imaginer une sorte d'échelle à 3 barreaux. Soit je suis dans un état de souffrance, soit je suis dans un état d'absence de souffrance, l'état neutre, soit je suis dans un état de plaisir véritable. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Ou encore, si vraiment on voulait faire une métaphore, on pourrait dire que le premier niveau, c'est en fait le sous-sol, la douleur. Le deuxième niveau, c'est le rez-de-chaussée, l'absence de trouble, l'absence de souffrance. Et le troisième niveau, c'est en fait le premier étage, le niveau du plaisir authentique. Le simple fait de passer du premier au deuxième niveau, donc de l'état de souffrance à l'état neutre, est déjà une sorte de plaisir. Et la plupart des plaisirs physiques sont des plaisirs de ce genre-là, des plaisirs qui consistent à faire cesser une souffrance. Et les plaisirs des tyrans ou des hommes injustes sont principalement dans cette catégorie. Au contraire, les plaisirs des personnes justes sont dans l'autre catégorie, c'est-à-dire celle dans laquelle on passe du deuxième au troisième niveau, c'est-à-dire de l'état neutre à l'état pleinement agréable. Ils ne proviennent pas de la cessation d'une souffrance, le plaisir intellectuel de faire quelque chose qui est juste, ou le plaisir de rendre service à quelqu'un, de faire une bonne action, d'agir de manière morale. Ce sont des formes de jouissance que l'homme injuste ne connaîtra jamais et qui sont toutes d'un genre supérieur au genre des plaisirs physiques qu'il pratique. Voilà donc le troisième raisonnement que propose Socrate dans ce livre 9. Ce livre se termine par une réflexion sur le rôle des sanctions. L'idée de Platon, c'est la suivante. Quand on est injuste, il ne faut pas chercher à fuir la sanction parce que la sanction est au contraire ce qui permet de nous bonifier, de nous améliorer, de nous rendre davantage justes. La sanction, si en tout cas il s'agit d'une bonne sanction, doit être une tentative pour rendre l'homme injuste meilleur. Et celui qui commet des actions injustes ou mauvaises et qui n'est pas sanctionné devient en fait moralement pire qu'il n'était, car son impunité lui donne de la joie et le renforce dans sa tendance vicieuse. Au contraire, l'homme qui a commis un acte injuste mais qui reçoit une sanction est freiné en quelque sorte dans sa pente vicieuse, si en tout cas la sanction a été correctement administrée. Autrement dit, l'élément bestial en lui s'adoucit, se calme, et donc on peut espérer à terme que cette sanction lui sera profitable, puisqu'elle l'aura rapproché d'un état de justice qui seul peut le rendre véritablement heureux. Voilà donc le contenu du livre 9. Dans le livre 10, il y a tout un passage sur le rôle des arts dans la cité dont j'ai déjà parlé dans le deuxième podcast, je n'y reviens pas. Ensuite, Socrate revient à la question de la justice et à la question de ses rapports avec le bonheur, mais cette fois, il parle d'un rapport qu'on peut qualifier d'indirect, c'est-à-dire qu'il parle des récompenses ultérieures ou encore extérieures de la justice ou de la vertu. La justice n'a pas vraiment besoin de ces récompenses ultérieures et extérieures, c'est-à-dire qu'elle est déjà en soi-même sa récompense puisqu'elle nous permet la vie heureuse, mais il vaut quand même la peine d'ajouter, remarque Socrate, que très probablement les justes seront récompensés après leur mort, et inversement, les injustes seront punis. Donc il n'y a pas simplement un rapport entre la justice et le bonheur sur Terre, il y a aussi un rapport entre la justice et le bonheur dans quelque chose qu'on peut appeler un au-delà de manière générale. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails sur ce sujet, mais notons que à ce moment-là, Socrate donne un argument déjà pour l'immortalité de l'âme. Cet argument, c'est le suivant, c'est que pour chaque chose, ce qui est capable de la détruire, c'est un mal qui lui ressemble, son mal naturel, dit-il, et non pas un mal étranger. Or, la mort, c'est la mort du corps, c'est un défaut du corps qui peut nuire à la vie du corps, mais tout ça ne concerne pas l'âme en tant que distincte du corps. Voilà l'argument que Socrate fait ici valoir, qui peut donc laisser penser qu'il y aurait une immortalité de l'âme.
Quoi qu'il en soit de cet argument, il développe l'idée que cette âme immortelle sera récompensée ou punie après sa mort, suivant qu'elle a vécu de manière juste ou injuste. Et ensuite, à la toute fin de la République, on a l'idée que les âmes entrent dans une nouvelle vie terrestre. C'est-à-dire que on n'est pas pour l'éternité dans les enfers ou pour l'éternité dans une sorte de paradis. Il y a une sorte de nouvelle incarnation. Et Platon représente ici un mythe dans lequel chaque âme qui va devoir se réincarner sur Terre peut choisir sa destinée parmi toutes les destinées possibles. Ce dernier mythe permet notamment de dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Platon écrit « La responsabilité appartient à celui qui choisit. Dieu, quant à lui, n'est pas responsable. » Donc, c'est une manière de faire ce qu'on appellerait dans la modernité une théodicée, c'est-à-dire une façon de montrer que même si Dieu est tout-puissant, il n'est pas responsable de ce que nous faisons, parce que nous le faisons librement, et notamment ici par l'idée que nous avons choisi d'une certaine manière notre destinée. Alors, ces passages-là, ce sont évidemment les passages mythologiques, ce n'est pas ça qui nous intéresse véritablement dans la République, mais il est intéressant quand même de noter qu'après avoir parlé du bonheur en tant que récompense immanente à la justice, Platon se pose la question d'un bonheur futur qui serait une récompense supplémentaire pour la vie du juste. Voilà donc, on a fini ce résumé de la République de Platon. J'espère que cela vous a intéressé. Si vous voulez retrouver le texte de ces différents podcasts, ce sera sans doute possible dans les commentaires, dans un commentaire épinglé. Et je vous dis à très vite pour d'autres podcasts de philosophie.